Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'École du futur. Au programme de cette émission, on ouvre avec notre focus. Certains inventent des outils, d'autres inventent des mondes. Lui, il a créé celui dans lequel nous vivons tous aujourd'hui, inspirant au passage toute une génération d'informaticiens. C'est l'Internet avec un grand I. Il s'appelait Louis Pouzin, son portrait à découvrir dans un instant. Quant à notre sujet du jour, à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, notre émission se penche sur ce sujet essentiel. Alors, comment identifier les situations à risque? Que faire en cas de harcèlement? Et quel rôle peuvent jouer les parents, les enseignants, mais également les témoins face à cette situation? Pour comprendre ce phénomène, nous recevons aujourd'hui Inès Legendre, chargée du plaidoyer de l'association e-Enfance. Bonjour. Bonjour. On en parle dans un instant, mais d'abord place au focus. Aujourd'hui, Internet est un incontournable. Il y a 50 ans, pourtant, on n'en était qu'aux prémices. Les Américains avaient d'abord lancé ARPANET, un réseau qui n'a pas échappé à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'IRIA, qui, dans les années 70, a recruté l'ingénieur français en informatique Louis Pouzin pour en lancer une version française. Son portrait signé Xavier Terrade. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France. En 1969, il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire, je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs. Louis Pouzin est resté en poste à l'IRIA jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet, Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur. Ce jeudi 6 novembre est célébrée la Journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, un temps fort pour informer, prévenir et soutenir les élèves qui en sont victimes, alors que le harcèlement change progressivement de visage en passant de la cour de récréation aux écrans. Comment le reconnaître, comment réagir et surtout comment se reconstruire? On vous donne quelques éléments de réponse dans la première partie du talk.
Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, Inès Legendre, juriste et chargée du plaidoyer e-enfance. Alors Inès, j'aimerais qu'on commence avec un chiffre. En France, environ 1 élève sur 20 se dit victime de harcèlement scolaire. Ça veut dire plus d'1 élève par classe. Alors qu'est-ce que nous disent finalement ces chiffres sur la réalité du harcèlement scolaire en 2025 ? Bien, tout d'abord, ces chiffres montrent que ce n'est pas un phénomène isolé, que ça ne touche pas uniquement des enfants vraiment de manière très ponctuelle. Ça montre surtout que c'est devenu un problème qui est véritablement systémique, qui peut toucher n'importe quel élève et qui est finalement très très diffus et se diffuse largement. Alors comment est-ce que vous expliquez que le harcèlement reste aussi présent dans nos écoles malgré les nombreuses campagnes qu'on peut faire contre ce phénomène ? Je pense qu'il y a plusieurs réponses à apporter à cette question. Tout d'abord, le fait qu'il y a des différentes formes de harcèlement. Le harcèlement a pu aussi évoluer. Finalement, le harcèlement ne s'arrête plus aux portes de l'école, ne s'arrête plus non plus dans la classe. Ça peut se retrouver à la fois en ligne, mais aussi dans toutes les activités périscolaires. Et puis, il y a aussi le fait justement que le cyberharcèlement se prolonge, se poursuit. Ça devient vraiment intrinsèque à l'enfant. Et donc, finalement, beaucoup d'enfants n'ont pas la capacité ou n'ont pas la possibilité de parler. Et donc, finalement, parfois, le harcèlement peut être inaperçu à la fois par les adultes qui les accompagnent à l'école, mais aussi par les parents. D'ailleurs, est-ce qu'on observe une évolution au fil des années ? Là, vous nous expliquez qu'effectivement, on voit une évolution sur la forme, mais est-ce que sur les chiffres, on a de plus en plus de harcèlement ou est-ce qu'à ce niveau-là, ça stagne plutôt ? On peut dire que les chiffres restent constants, malgré le fait qu'il y ait quand même une certaine hausse aussi du harcèlement scolaire. Finalement, ça reste assez prégnant. Dans notre baromètre, on observe que 35% des enfants de 6 à 18 ans ont déjà été victimes en fait, de harcèlement, donc ce qui est déjà une hausse de 11 points par rapport à notre baromètre de l'an dernier. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui finalement reste ancré. Et puis en parallèle, on a justement le cyberharcèlement en fait, qui arrive et qui prend aussi beaucoup de place. Et donc on voit aussi une évolution sur ces chiffres et notamment sur les jeunes filles. J'imagine qu'en plus ces chiffres ne reflètent pas totalement la réalité, qu'ils ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Tout à fait, puisqu'il y a aussi toute cette particularité, cette ambivalence en fait sur la définition du harcèlement. Le harcèlement, c'est des moqueries répétées, des violences, qu'elles soient verbales, physiques ou sociales. Et finalement, il y a aussi le cyberharcèlement, donc qui se poursuit en ligne. Et il y a beaucoup en fait d'enfants ou de jeunes qui ne vont pas nécessairement comprendre qu'ils sont victimes de harcèlement. Et pourtant, c'est le cas. Et ça, c'est aussi lié finalement aux usages numériques. Vous expliquez que certains jeunes n'ont pas forcément conscience du fait qu'ils sont victimes. Est-ce que vous pensez que du côté des jeunes qui harcèlent, il y a aussi un problème de ce côté-là, de fait de prendre conscience qu'on est en train d'harceler un de ses camarades ? Tout à fait. Il y a une forme de banalisation aussi du harcèlement et une banalisation des actes qui sont faits à la fois par les harceleurs mais aussi subis par les victimes. Et finalement, cette banalisation, elle amène les harceleurs à ne pas nécessairement prendre conscience des actes qu'ils sont en train de commettre. Et puis au-delà de ça, il y a aussi tout un problème d'accueil de la parole et de place qu'on va donner aussi à l'auteur, à l'enfant harceleur, puisque finalement, quand on harcèle un enfant ou autre, c'est qu'on a déjà aussi certaines problématiques. On n'est pas nécessairement bien chez soi ou autre. Donc en fait, on va aussi, par ces actes, vouloir montrer un certain mal-être. Et en fait, ce mal-être n'est pas assez pris en compte non plus dans la prévention et dans tout ce système de lutte contre le harcèlement. Après, il y a aussi une question de culture, c'est-à-dire que, j'ai envie de dire l'effet de groupe, c'est-à-dire qu'on harcèle une personne et du coup, les autres s'agrègent pour rentrer un petit peu dans le mouvement. Il n'y a pas forcément que le malaise, il y a aussi ça. Tout à fait. La particularité, c'est que la frontière est extrêmement fine finalement entre un harceleur et un témoin de harcèlement. Quand on est témoin de harcèlement, on ne va pas nécessairement être un acteur, mais finalement, on va laisser faire, on va peut-être rigoler aussi à certaines brimades, on va peut-être pouvoir participer ponctuellement à ce harcèlement. Et donc, en fait, c'est extrêmement compliqué de définir la frontière, encore une fois, entre l'auteur du harcèlement et le témoin, et ça contribue en fait à renforcer toutes ces situations. Le cyberharcèlement, c'est devenu le principal biais, ou est-ce que finalement dans la cour de récréation il se passe encore beaucoup de choses ? Le cyberharcèlement n'est pas nécessairement devenu le principal biais. En tout cas, on sait que le cyberharcèlement est le prolongement de beaucoup de situations de harcèlement scolaire. Par exemple, c'est 70% des situations de cyberharcèlement qui proviennent à la base d'une situation de harcèlement scolaire. Donc on va dire que le facteur principal reste le harcèlement scolaire.
mais en fait, ça va se retrouver au sein de toutes les sphères de la vie, que ce soit au sport, que ce soit dans les activités périscolaires, que ce soit en ligne, précisément parce que bien maintenant, l'enfant n'a pas nécessairement de répit. Les usages numériques, le fait qu'il soit constamment en lien avec tous les élèves et tous ses camarades de classe fait que l'enfant n'a pas de répit. Donc le harcèlement scolaire est prolongé en tout cas par le cyberharcèlement. Quels sont aujourd'hui les réseaux ou applications les plus problématiques selon vos observations ? Selon nos observations, en tout cas, on voit bien qu'il y a beaucoup de cyberharcèlement qui sont faits sur des groupes de classe, donc très souvent sur des messageries privées. Et je trouve que en tout cas, on trouve à notre sens que c'est un très gros problème et que voilà, le fait de continuer à faire des groupes de classe sur des messageries privées qui ne sont pas prévus à cet effet, ça contribue et ça renforce en fait à l'effet de groupe, à la dynamique de meute et à l'allongement du cyberharcèlement. Et puis contrairement aux réseaux sociaux, je pense par exemple à Instagram, on n'a pas cette notion de pouvoir, nous en tant qu'adultes, en tant que personnes extérieures, repérer aussi facilement le harcèlement quand ce sont des messageries privées. Tout à fait, puisque les parents, par exemple, et puis même les professionnels du temps scolaire et puis éducatif n'ont pas nécessairement ni accès ni les connaissances, on va dire, suffisantes aussi de tous les usages numériques actuels et puis qui ne sont pas non plus au cœur du téléphone de l'enfant pour voir toutes les brimades et tous les messages virulents qu'il peut recevoir. Donc c'est ça aussi toute l'ambivalence enfin en tout cas l'opacité finalement du cyberharcèlement que peut subir un enfant. Quelles sont les conséquences spécifiques du cyberharcèlement qui différeraient justement entre guillemets un harcèlement classique ? Déjà le fait que ce soit pérenne, qu'il n'y ait vraiment absolument aucun répit pour l'enfant, puisque quand on a du harcèlement scolaire, et que l'enfant rentre chez lui sans nécessairement avoir un téléphone portable, ça peut s'arrêter. Il peut avoir une sorte de cocon, de sphère familiale ou avec d'autres amis, qui fait qu'il n'a plus cette pression en fait à l'école, tandis que le cyberharcèlement, eh bien c'est constant. Et puis il n'y a pas un moment où ça s'arrête, c'est-à-dire que ça peut être la nuit, ça peut être le soir. C'est des messages qu'il reçoit en permanence, et ça en fait ça impacte énormément l'aspect à la fois psychologique mais aussi physique de l'enfant, les troubles du sommeil, troubles de l'attention, la peur d'aller à l'école, l'angoisse, l'anxiété. En fait, tous ces symptômes, toutes ces caractéristiques que le harcèlement amène aussi, en fait, c'est véritablement amplifié par le fait qu'en ligne, le cyberharcèlement, ça ne s'arrête pas. Donc c'est vraiment le côté H24, 7 jours sur 7 qui pose problème. L'association e-Enfance a été désignée comme signaleur de confiance dans le cadre d'un règlement européen dont on parle régulièrement ici, le Digital Services Act, qui vous permet, je crois, d'agir bien plus rapidement si vous détectez un contenu problématique en ligne. C'est bien ça ? Tout à fait. Alors on a été désigné premier signaleur de confiance en octobre 2024, précisément dans ce cadre du règlement européen. Et en fait, ça nous permet d'avoir des canaux prioritaires avec les plateformes, donc avec les réseaux sociaux, mais pas que. Et en fait, on va pouvoir signaler et faire supprimer des comptes et contenus préjudiciables aux mineurs dans un temps extrêmement court. Donc là, sur un an, est-ce que vous avez pu dresser un premier bilan sur l'efficacité de ce système ? Alors la particularité qu'on a eue aussi à l'association e-Enfance, c'est qu'on avait déjà pu mettre en place ces canaux de transmission prioritaire aux plateformes, précisément parce qu'on a toujours été assez pionniers dans cette lutte et dans la volonté de protéger les mineurs en ligne. Et donc on a bien sûr vu une forme d'évolution, une facilitation, mais une facilité tout à fait pour certaines plateformes avec lesquelles on n'avait pas nécessairement en amont eu de canaux prioritaires. Et justement, du côté des plateformes numériques, quelles obligations ont-elles de leur côté ? Les plateformes, elles ont l'obligation en tout cas, dans ce qui est dit, elles ont l'obligation de protéger les mineurs. Elles ont aussi l'obligation qui a été faite notamment, qui est mise en place par le DSA, d'évaluer les risques en fait que peuvent porter leur plateforme, leur service, la conception de leur service à la sécurité et à la santé aussi des mineurs. Donc elles doivent mettre en place une pluralité de mesures qui permettent en fait de rendre ces réseaux sociaux adaptés en fait aux mineurs et leur permettre, leur garantir un environnement qui soit plus sûr. Et donc ça passe aussi par le fait de mettre en place un véritable dispositif de contrôle de l'âge, puisque les plateformes interdisent, selon leur CGU, l'accès des mineurs de moins de 13 ans à leurs réseaux sociaux. Bon, ça c'est dans le principe, on sait que dans les faits, c'est pas toujours respecté. Tout à fait. Pour un parent ou un élève dont l'un des camarades serait concerné par une situation de harcèlement scolaire, quels signaux d'alerte faut-il repérer ?
Alors, on a une pluralité de signaux qu'on appelle un petit peu les signaux faibles. Donc, il va y avoir des changements de comportement, des pertes d'intérêt aussi dans l'école, par exemple, ou dans le sport. Ou il va y avoir aussi des troubles physiques, comme je disais, le fait de ne pas vouloir vraiment manger, le fait de très mal dormir, d'avoir aussi beaucoup d'anxiété. Il peut aussi y avoir, si l'enfant a accès à des usages numériques, avoir justement un changement de comportement lié aux usages de ces écrans, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une hyperconnexion ou est-ce qu'au contraire il y a vraiment un rejet total de ces écrans. Et est-ce que, d'une manière globale, est-ce que l'enfant devient plus silencieux, est-ce qu'il devient plus irritable, est-ce qu'il se met aussi dans une sorte de mutisme? Tous ces signaux faibles en fait qui permettent finalement de voir que l'enfant ne va pas bien et qu'il doit être pris en charge. Allez, il est temps de prendre une petite pause dans nos discussions. J'en profite pour rappeler le numéro d'écoute de l'association e-Enfance. Si vous êtes victime ou témoin d'une situation de harcèlement, c'est le 30 18, accessible gratuitement et surtout de manière anonyme. On se retrouve juste après notre tour quotidien du côté de la planète Tech. C'est un échantillon de ce que l'on trouve de mieux sur Internet. C'est la sélection de Dylan Colère.好，开始了。看这个已经够苦了吧？但是你看，我的妈呀！好，开始了。看这个已经够苦了吧？但是你看，
voilà de retour sur le plateau de l'École du futur, toujours en compagnie de mon invité, Inès Legendre, juriste et chargée du plaidoyer e-enfance, avec qui on va continuer à parler de harcèlement et de cyberharcèlement à l'école à l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Après avoir évoqué l'ampleur du phénomène, on va maintenant s'intéresser aux solutions concrètes, prévention, détection, accompagnement et rôle du 3018, le numéro dédié aux victimes de harcèlement scolaire de l'association e-enfance. C'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Inès, en première partie d'émission, nous avons évoqué les signaux d'alerte que l'on pouvait repérer pour les enfants qui seraient dans une situation de harcèlement. On a mentionné aussi, bien évidemment, l'importance des témoins, justement, pour repérer ces signaux. Alors, que peuvent faire ces témoins, ces camarades, lorsqu'ils repèrent une situation de harcèlement pour pouvoir aider ? Ce qui est important, c'est que les témoins ont un rôle vraiment clé à jouer finalement dans ces situations. Et la première chose déjà, c'est vraiment de ne pas relayer les moqueries, de ne pas relayer les messages, de ne pas rentrer en fait dans cette dynamique de groupe et d'exclusion. La deuxième chose, c'est de pouvoir soutenir la personne visée. Donc même un petit message ou un petit sourire qui soit pas nécessairement devant tout le monde, mais juste montrer une forme de soutien, aussi infime soit-elle, ça importe et c'est essentiel pour la victime. Après ça, il faut essentiellement en fait que le témoin puisse aller parler aussi à un adulte de confiance, que ce soit un CPE, un professeur. Et aussi, il a la possibilité de contacter le 3018, puisque le 3018 est véritablement là pour les victimes, mais aussi pour les témoins. Et donc, il peut recevoir des conseils, avoir aussi l'accueil de sa parole, puisque ça peut être aussi difficile en tant que témoin, ne pas savoir comment agir, ne pas savoir comment réagir, avoir aussi la peur de devenir lui aussi harcelé. Et donc, le 3018 est là pour lui aussi. Et on le rappelle, c'est un numéro anonyme, donc ça aussi, ça change la donne. Est-ce qu'on a des profils de jeunes qui sont peut-être plus exposés au harcèlement ou au cyberharcèlement ? Les jeunes filles sont particulièrement exposées. Après, en fait, il y a des dynamiques de harcèlement qui sont assez différentes selon les jeunes filles ou les jeunes garçons. Mais en tout cas, l'impact du harcèlement est beaucoup plus prégnant aussi sur les jeunes filles. Et du côté des harceleurs, est-ce qu'on a aussi des profils types ? On a des profils types ou en tout cas on a des configurations assez types, c'est-à-dire que les garçons vont être vraiment dans une cohésion de groupe pour vraiment harceler une personne, ça va être vraiment cette cohésion qui est la clé, tandis que les jeunes filles, ça va être beaucoup par jalousie ou par envie. Alors, on en parlait à l'instant, le 3018, quand un jeune est victime, on l'invite à appeler ou contacter votre plateforme e-enfance. Alors, comment va se dérouler le suivi à partir de ce moment-là ? Alors, si c'est une victime qui va contacter le 3018, tout d'abord, on va être vraiment sur une écoute active. On va vraiment accueillir la parole de l'enfant, le laisser s'exprimer, qu'il puisse aussi délivrer tout ce qu'il a envie de délivrer. Et puis, on va donc traiter la situation. C'est-à-dire qu'on va lui demander comment ça se déroule, on va essayer de comprendre le contexte et on va regarder aussi qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui a pu être mis en place, est-ce que les parents sont au courant, est-ce que l'établissement scolaire également est au courant. Et par la suite, on va pouvoir l'accompagner dans d'autres démarches. Par exemple, si ça va être du harcèlement en ligne, donc du cyberharcèlement, on a donc la possibilité, nous, de faire signaler et supprimer des comptes et contenus préjudiciables, comme on l'évoquait, mais on peut aussi l'accompagner vers d'autres dispositifs, par exemple l'accompagnement au dépôt de plainte, mais aussi vers des dispositifs psychologiques, donc la redirection vers des maisons des adolescents ou tout autre dispositif de santé. Quelle va être la moyenne d'âge, j'ai envie de dire, des jeunes qui vous appellent ? Est-ce que ce sont des adolescents ou est-ce que vous avez même des profils plus jeunes qui font cette démarche ? Alors c'est très disparate, mais on a beaucoup de profils plus jeunes, c'est-à-dire qu'on a quasiment un tiers ou même un peu plus d'un tiers d'enfants qui ont entre 6 et 11 ans qui nous appellent et c'est à peu près un tiers également pour des enfants qui entrent au collège, donc entre 12 et 15 ans. Alors quand on est si jeune, est-ce que finalement vous essayez de recréer un lien aussi peut-être avec les parents ou est-ce que ça reste vraiment un dialogue uniquement avec ces jeunes ? Non, justement, l'idée c'est vraiment de pouvoir inclure l'ensemble des personnes qui vont pouvoir être là au quotidien pour l'enfant. Et donc bien souvent quand un jeune mineur nous appelle, on va lui demander si les parents sont au courant et si on peut avoir également le parent au téléphone pour qu'on puisse avoir son avis et puis son ressenti sur la situation et de comprendre aussi au global, comme je disais, qu'est-ce qui a pu être fait de la part aussi des adultes. Alors là, c'est quand une victime vous appelle. Si c'est un témoin qui vous appelle, le cheminement est différent, j'imagine. Tout à fait, le cheminement est différent. On va
tout à fait lui aussi écouter sa parole, l'accueillir, etc. Et puis on va lui demander qu'est-ce que lui connaît de la situation, qu'est-ce qui a été fait, est-ce que il sait ce que la victime a pu faire, est-ce qu'il sait si les parents sont au courant. On va essayer de prendre le plus d'informations possible. Et puis ensuite, on va vraiment, si le témoin l'accepte, qu'il soit aussi un relais pour qu'il puisse justement pouvoir agir aussi de son plein gré et puis de son espace. Et puis on va aussi prendre toutes les informations nécessaires et voilà, et puis voir pour traiter la situation au mieux. Et ça, c'est une part importante de vos appels, les témoins, ou ça reste encore minime? C'est une part qui est grandissante. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous travaillez énormément aussi à l'association e-Enfance, bien évidemment, sur la prévention, sur la sensibilisation. Alors, quelles sont les actions que vous recommandez dans les établissements scolaires au quotidien pour pouvoir freiner le harcèlement? On recommande de faire en tout cas, nous, c'est ce qu'on met en place au sein de l'association e-Enfance, c'est qu'on va aller sensibiliser les élèves et puis aussi les professionnels, mais également les parents, et bien justement à détecter ces signaux faibles, à comprendre aussi les nouveaux usages numériques, à comprendre comment se mettent en place les formes et les dynamiques de harcèlement, et aussi à mieux comprendre comment on peut détecter cette situation et la prévenir. À quel âge faut-il commencer à sensibiliser les enfants au harcèlement? Est-ce que ça se fait dès la maternelle ou on est peut-être un petit peu trop jeune à ce moment-là? Il n'y a pas je pense qu'on n'est jamais assez jeune pour être sensibilisé, notamment sur ces enjeux-là, parce que en plus, quand on est enfant, on n'a pas nécessairement conscience du harcèlement que l'on peut faire, on n'a pas nécessairement conscience de ses actes et de ses gestes, et donc le plus tôt, c'est le mieux, puisque si on apprend à vivre ensemble, si on apprend à inculquer les valeurs d'entraide ou autres, je pense que c'est essentiel et ça commence dès la maternelle. Une part importante aussi dans le harcèlement, ce sont les sanctions à l'égard des harceleurs. Quel est le bon équilibre selon vous entre sanctions, pédagogie et réparation? Tout d'abord, je pense que la pédagogie est l'aspect à privilégier. Mais ça fonctionne quand la situation est détectée et prise en charge tôt, puisqu'on peut du coup pouvoir sensibiliser, pouvoir accompagner la victime, mais aussi l'auteur, pour qu'il puisse aussi comprendre ce qu'il a fait, et puis pour qu'il puisse aussi comprendre pourquoi c'est mal, pourquoi ça a fait du mal, et ne pas recommencer. Les sanctions arrivent au moment où la situation devient vraiment très très cristalline et qu'on n'a pas d'autre solution pour protéger la victime. Justement, en parlant des victimes, l'un des points importants aussi, c'est que pour un jeune harcelé, il faut se reconstruire. Alors, quelles sont les grandes étapes pour se reconstruire après un épisode de harcèlement? Tout d'abord, c'est le soutien de la part de la famille, mais aussi de la part de dispositifs de santé. Par exemple, d'aller voir un psychologue, c'est essentiel pour la reconstruction de l'enfant, et vraiment d'être là pour lui, et qu'il puisse aussi pouvoir trouver des alternatives et être aidé à ça, trouver des alternatives à ce harcèlement, changer de sphère, changer de bulle, pour qu'il puisse véritablement se reconstruire et s'épanouir dans d'autres lieux et loin des situations de harcèlement. Bon, il est déjà temps de refermer cette émission. Merci beaucoup Inès Legendre d'avoir été avec nous. On rappelle que l'association e-Enfance agit chaque jour pour protéger les jeunes et pour se faire mettre à disposition des ressources en ligne, ainsi qu'un numéro national gratuit et confidentiel, le 3018, accessible 6 jours sur 7 de 9h à 23h. Alors n'hésitez plus à demander de l'aide. Merci également aux équipes en régie et à Édouard Deniau d'avoir produit cette émission, mais surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.